Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, des villes arabes en perpétuel mouvement. Elles captent tous les rêves, l'émancipation, la modernité, le travail, l'argent aussi, parfois beaucoup d'argent. Dubaï, Masdar ou encore Doha, leur influence atteint même des mégapoles millénaires comme Le Caire en Égypte ou Beyrouth au Liban et même jusqu'à Ramallah en Cisjordanie dans les territoires palestiniens occupés. Cette ville, nous le verrons, est en pleine transformation. Alors quels sont les espoirs que suscite ce nouvel urbanisme? Quels sont ses déboires aussi? Quelle est sa face cachée? Avec nous pour en parler sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Yasmine Abbas, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, urbaniste. Vous avez vécu, étudié et travaillé de la France au Maroc en passant par les Émirats Arabes Unis justement, les États-Unis également. Et vous êtes l'auteur du livre Le néonomadisme mobilité. Ça paraît aux éditions FYPI. Mais Laetitia Liebert, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'association Sherpa, une association qui dénonce depuis 14 ans maintenant les conditions de travail des ouvriers dans ces grands projets urbains dans les pays du Golfe. Avec nous également Maya Sino, bienvenue à vous. Vous êtes géographe urbaniste, vous partagez votre temps entre Paris et Le Caire. Vous avez participé au livre Villes arabes, cités rebelles, paru récemment aux éditions du Cygne. Et puis une artiste avec nous, Ashtar Moalem, bienvenue à vous. Vous êtes danseuse, contorsionniste, nous verrons tout à l'heure un extrait de votre performance. Vous faufilez avec votre âme d'artiste dans les villes, qu'il s'agisse des rues de Paris, celles de Ramallah ou encore de Jérusalem où vous êtes né et vous témoignez des transformations notamment de Ramallah. Je précise que vous avez obtenu ce week-end la mention spéciale de danse au festival Palestine and Out. Yasmine Abbas, on va commencer avec vous. Vous avez participé à l'aventure, si l'on peut dire, de Masdar City aux Émirats Arabes Unis, un projet fou, disons-le, d'une ville nouvelle privilégiant le développement durable, une ville qui se veut éco ou écolo-responsable. Comme on dit, le chantier de construction a démarré en 2008, il s'étend jusqu'à 2020. On va en parler, mais d'abord pour que nos téléspectateurs se fassent une idée de la dimension de ce projet, on regarde en images. Elle a surgi comme une oasis en plein désert. Masdar, la cité solaire à 30 km d'Abu Dhabi. Ici, 18 milliards de dollars sont investis pour bâtir la première ville verte au monde avec zéro carbone, zéro pétrole, au pays de l'or noir. Le but de Masdar City est d'avoir la plus faible empreinte carbone possible, d'intégrer la technologie et de démontrer que grâce à elle, les villes de l'avenir consommeront moins d'eau et moins d'électricité. Dès les premiers pas dans la ville, c'est la fraîcheur qui frappe. Pour préserver l'ombre, les rues ne font pas plus de 6 mètres de large. Toutes les fenêtres sont ombragées et jamais orientées vers le sud. Les balcons ouvragés laissent pénétrer la lumière, mais sans la chaleur. On croise aussi ces badjirs, sortes de tours à vent des villes persanes qui font redescendre l'air frais. Des idées simples, inspirées des citadelles du désert. Résultat, il fait 10 degrés de moins à Masdar qu'à Abu Dhabi. La proximité des bâtiments va permettre de réduire la consommation d'électricité en réduisant l'utilisation de la climatisation et l'utilisation de l'éclairage. De plus, la plupart des matériaux de construction utilisés sont des matériaux recyclés. Les climatiseurs fonctionnent toujours à plein, mais à Masdar, l'électricité tombe du ciel. Ou plutôt de ce Shams 1, une gigantesque centrale solaire de près de 3 km². Cette centrale alimente toute la ville, y compris pour les transports. C'est le 5e élément de Masdar, des petites cabines de 4 places se déplaçant sur des voies magnétiques dans les entrailles de la ville. C'est le seul transport autorisé. Aujourd'hui à Masdar, il ne manque plus que les habitants. On en compte quelques centaines, essentiellement des étudiants ou des scientifiques. Les premiers bâtiments construits furent l'Institut de recherche et l'université. À terme, en 2020, les autorités espèrent accueillir 40 000 habitants. Voilà pour ces images parfois époustouflantes commentées par Rémi Vincent. Yasmine Abbas, disons-le, quand on entend parler dans les médias des pays du Golfe, des Émirats Arabes Unis, en matière de développement, on les voit souvent comme des pays énergivores, d'ailleurs à juste titre. Et pourtant, avec Masdar, on le voit, les choses sont en train de bouger. Oui, effectivement. Alors, c'est un projet, moi, que je trouve extraordinaire parce qu'il a un peu changé
l'écosystème de la réflexion dans le pays, moi, je trouve. Ouais. Masdar a commencé à réfléchir à la ville écologique. Et avec ça, effectivement, quand on pense à la ville durable, on pense à plein d'autres problématiques. Sur place, les matériaux, qui y habite. Est-ce qu'on permet la mixité sociale quand on sait que la ville à Abu Dhabi, elle est polycentrique, qu'il y a énorme, que les gens ne se mélangent pas. Donc en fait, ça a permis d'amener plein de questions. Et en tout cas, moi, je suis un petit peu ce qui se passe et je suis ravie de voir que le projet commence à prendre forme. Ça met du temps. Mais Il faut dire que vous le suiviez depuis longtemps. Vous avez vécu aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Vous y êtes allé à 2 reprises, une fois à la fin des années 90 et puis une deuxième fois 10 ans après. Le contraste, dites-vous, est saisissant entre les deux périodes. À quand situez-vous le tournant au juste en matière de construction, d'urbanisme et de développement durable ? Alors, je pense que ce qui a vraiment un peu changé les choses, c'est peut-être le décès de Sheikh Zayed, où on a vu à ce moment-là un développement peut-être beaucoup plus important. À Abu Dhabi, on ne peut pas comparer Abu Dhabi et Dubaï. Il y a deux choses, ce sont deux Émirats différents, deux villes différentes. Abu Dhabi, qui était un petit peu qui est la capitale, où Sheikh Zayed vivait de temps à autre. Il y avait énormément qu'on appelle ça, on freinait un petit peu les projets. Et il y avait une réflexion sur la ville déjà écologique un petit peu au début, mais c'était justement par rapport à l'identité, c'était par rapport à on ne veut pas se transformer tellement rapidement, on veut faire attention, on veut essayer de comprendre. Et après le changement, après le décès de Sheikh Zayed, je pense que ça a été eu un déclic. Il y a eu un déclic et un développement. Maya Sino, ces villes, en tout cas des Émirats Arabes Unis, ont semble-t-il une influence, dit-on, sur des villes historiques, des cités anciennes, comme Le Caire, par exemple, en Égypte, que vous connaissez particulièrement. Est-ce vrai ? Oui, ça c'est sûr, que ce soit au niveau des investissements immobiliers du Golfe, proprement dit, ou même d'autres investisseurs privés égyptiens vont reprendre ce modèle, donc ce modèle mondialisé, ce modèle de la ville du Golfe, qui reprend un modèle urbain déjà un peu connu. Avec des gratte-ciels, c'est ça, plutôt la verticalité. Voilà, la verticalité, mais même, je dirais aussi, l'horizontalité, dans le sens où on va développer d'immenses gated communities, sur des terrains gigantesques par rapport à la place disponible au Caire, ou même dans l'entourage du Caire, dans la périphérie du Caire, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. Et donc voilà, on va avoir un modèle en tout cas qui va reprendre des idées connues du luxe à la mode du Golfe, on va dire. Il se dit que le président tout-puissant Abdel Fattah al-Sisi envisagerait de construire une autre capitale. Coût du projet 45 milliards d'euros, 12 fois Manhattan. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Ça paraît pharaonique, si je puis me permettre. Alors, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais depuis depuis l'élection du nouveau président, c'est vrai qu'on a eu une série comme ça d'annonces, de projets faramineux. On a eu aussi un projet pour 14 milliards de dollars, de 1 million de logements pour les classes moyennes. Qui aurait été en partenariat avec Arabtech, qui est un investisseur des Émirats Arabes Unis. Et alors après, on est dans la communication aussi. On reste quand même dans la communication. C'est une vitrine. La communication reste une vitrine pour le nouveau gouvernement. Ça a été aussi le cas avec l'élargissement du canal de Suez, etc. On promet de grandes choses. Après, au niveau de la réalisation, par exemple, rien que pour cette histoire des 14 milliards de dollars pour le logement social, les logements pour les classes moyennes. Au dire de certains interlocuteurs, d'associations, etc., ce serait tellement considérable que ça absorberait 2,5 fois la capacité de production immobilière du Caire. Donc ça paraît quand même... Donc pour cette deuxième capitale, étant donné qu'il y a déjà eu un Uptown Cairo,
donc par rapport à Downtown, le centre-ville. Voilà, il y a déjà, disons, des projets de cet ordre-là qui veulent reproduire une capitale Kairote, mais dans une vision luxe, on va dire. Et on va voir avec vous tout à l'heure les conséquences aussi peut-être sur les habitants eux-mêmes, sur les Kairotes, notamment sur les couches les plus pauvres de la société. Ashtar Moallem, je le disais, vous êtes danseuse, contorsionniste. D'abord une question générale, je le disais, Paris, Jérusalem, Ramallah, comment vous, en tant qu'artiste, vous vivez votre art en général au quotidien? Je sais que vous aimez beaucoup vous positionner votre corps par rapport à ces villes. Quel est votre rapport justement à ces grandes capitales? D'abord, moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, ça me va, cette vie entre Jérusalem, Ramallah et Paris, parce que je ne peux pas rester dans un seul endroit. Et justement, je trouve qu'à Ramallah, on commence par s'étouffer par les bâtiments qui montent, les gratte-ciel, une construction sans harmonie dans les villes. Et ça, c'est quelque chose qui, comme artiste, ça me fait sentir... que je suis étouffée, en fait. Oui, on parlait tout à l'heure de l'influence de ce qui se passe dans les Émirats arabes unis sur, par exemple, le Caire. C'est le cas aussi à Ramallah, avec d'ailleurs des investissements qui viennent souvent de ces pays arabes. Cette évolution, elle remonte à quoi? Il y a 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qui vous étouffe? C'est le fait peut-être de perdre l'âme même de la ville, en fait, ou tout simplement c'est une gêne parce qu'effectivement, on a des immeubles de plus en plus envahissants? Parce qu'on va le voir à l'image, vous savez pourtant escalader les immeubles, en principe, ça ne devrait pas vous faire peur, je veux dire. Non, mais moi je pense qu'à Ramallah, on monte par exemple parce qu'on a plus de terre en fait. La terre est occupée. Donc pour construire des logements, on va plus vers le haut. Et aussi... parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers Ramallah, c'est devenu un peu la capitale de la Palestine, parce que les OLP est là-bas et les gens vont chercher le travail à Ramallah. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à Ramallah chercher des logements, de travail. Donc il y a plus de population, les gens veulent être logés. Il faut loger les gens. Donc, Alors on va prendre un peu d'altitude avec vous maintenant, on ne va pas monter tout en haut d'un gratte-ciel, mais on va juste voir une de vos performances. On regarde. Voilà donc qui donne un peu le vertige, mais pas pour vous, Ashtar Moallem, on imagine. Laetitia Lieber, vous êtes l'association Sherpa, directrice de Sherpa. Il y a 2 mois, on en a parlé à TV5 Monde, et pas seulement d'ailleurs, vous avez fait la une de l'actualité en portant plainte contre un célèbre groupe de construction français pour les infractions de travail forcé, réduction en servitude et recel. Je veux bien entendu parler de ces ouvriers employés notamment au Qatar dans l'optique de la Coupe du Monde 2022, puisqu'il faut construire des stades, des infrastructures. Peut-être d'abord quelques mots sur le sort de ces ouvriers. On connaissait la kafala au sens adoption, elle existe aussi en termes économiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Il y a par exemple confiscation de passeport, c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour un ouvrier, par exemple népalais, qui est employé au Qatar? Oui, alors effectivement, la main-d'œuvre locale est constituée essentiellement de migrants à 80%, donc comme vous l'avez dit, népalais et indiens. En fait, la confiscation de passeport ne doit pas continuer une fois que le permis de séjour est attribué. Donc la kafala n'oblige pas à confisquer le passeport. Simplement, comme son nom l'indique, c'est effectivement un système de parrainage qui met le parrain dans la position d'être la seule personne qui peut octroyer, renouveler ou retirer le permis de séjour. Et les 2 autres points importants, c'est que ce même parrain est la seule personne aussi à pouvoir autoriser à changer d'employeur le travailleur. Et aussi à lui délivrer une autorisation de sortie du territoire. Donc ça le met effectivement dans une situation de dépendance par rapport à son employeur. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas tout suivi sur cette affaire, je vous propose de regarder comment en parlait récemment la télévision belge, notre partenaire, la RTBF. Regardez. Plus personne aujourd'hui n'ignore encore les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar.
Parmi les ouvriers, des Philippins, des Indiens, mais surtout des Népalais. Une délégation népalaise s'est récemment rendue au Qatar. Elle a expliqué ce qu'elle a vu à des parlementaires européens. Ses conclusions sont terrifiantes. Les droits environnementaux et les droits du travail sont bafoués. Je rappelle quand même que déjà 1200 personnes sont mortes à travailler sur les chantiers. Et en plus, ces autorités népalaises nous confirment une étude que nous avions déjà menée il y a quelques mois, à savoir que 4000 personnes supplémentaires pourraient mourir sur les chantiers avant même le début de la Coupe du Monde. Accidents de travail, crise cardiaque, suicide, les travailleurs étrangers rentrent souvent dans leur pays dans un cercueil. Les autres voient leur passeport confisqué par leur employeur. De l'esclavage, selon Amnesty International. Voilà donc pour ce rappel des faits. Laetitia Liébert, ça fait 14 ans que Sherpa tente de faire bouger les choses. En France, une loi est en cours d'adoption. Il faut être prudent puisque l'Assemblée nationale s'est déjà prononcée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la constitution de ce texte? Il s'agit notamment de responsabilité, il me semble, les grands groupes occidentaux, c'est cela, et français notamment? En fait, l'objet de Sherpa, comme vous l'avez mentionné, est de lutter contre les crimes économiques, notamment les violations de droits humains ou les dommages environnementaux perpétrés par les multinationales. Ouais. Et du coup, le meilleur moyen de lutter contre ces crimes économiques, ce n'est pas de porter des plaintes ponctuelles contre tel ou tel grand groupe, même si ça peut créer une jurisprudence et effectivement aider au renforcement des cadres juridiques, mais c'est de renforcer à la base les cadres juridiques et de mettre toutes les multinationales à la même enseigne. Donc cette proposition de loi n'a rien de révolutionnaire parce que, en gros, elle laisse quand même la charge de la preuve aux victimes, et ce qui est évidemment, vous pouvez l'imaginer, très difficile à prouver. En plus, elle ne concerne qu'à peu près 150 entreprises, vraiment les entreprises du CAC 40. Elle ne concernerait même pas une entreprise qui est Auchan, contre laquelle on a porté plainte et contre laquelle on s'est constitué partie civile il y a quelques jours pour relancer le classement sans suite, qui a fait quand même, qu'on a comment dire, mise en cause dans la catastrophe du Rana Plaza, puisqu'il y a eu 1000 ouvriers morts dans les décombres. Ouais, c'est cet immeuble qui s'est effondré à Dhaka, au Bangladesh. Tout à fait. Et donc cette nouvelle loi, si elle était enfin mise à l'agenda du Sénat, et je l'espère, de toute façon ne permettrait pas de rendre responsables les entreprises telles que... D'ailleurs, le nom est très modeste, entre guillemets, c'est la loi dite sur le devoir de vigilance, c'est ça. Tout donc on a le sentiment que c'est un premier pas, mais que si le Sénat l'adopte, il y aura encore beaucoup à faire. Yasmine Abbas, est-ce que vous vous préoccupez en tant qu'urbaniste de ces questions-là, forcément, de cet impact sur les ouvriers, sur les populations locales? On imagine effectivement que la problématique est tout autre dans un pays comme les Émirats arabes unis, mais est-ce que c'est quelque chose, vous, sur lesquels vous travaillez aussi? Alors, Alors, je voulais simplement dire aussi, en termes de responsabilité, que c'était très important aussi que les architectes soient responsables et puissent avoir quelque chose qui puissent qu'ils sachent un peu ce qui peut se passer. Oui. Parce qu'on a encore entendu récemment un grand architecte qui disait que voilà, ce n'était pas de son fait. Donc la responsabilité, effectivement, elle est partagée. Tout le monde partage cette responsabilité. Sur le projet, en tout cas, d'une ville durable, il est clair que, justement, parce que c'était une ville durable, on faisait attention à tout. Et il y avait énormément... il y avait un travail... Déjà, à l'époque, il y avait qu'on appelle ça le rapport d'Amnesty International qui était sorti. Et donc... Et c'est ce que je disais un petit peu en début d'émission, c'est que quand on a un projet qui est marketé, qui est bien marketé quand même, avec un architecte urbaniste britannique de renom. Il y avait tous les visages sur le projet. Il était certes très très important de faire attention à cela. Dans la ville durable, en tout cas, quand on pense la ville durable, il faut penser le projet de sa conception à sa production et même après, en fait. Maya Sino, il y a les laissés pour compte au Caire, bien entendu, par rapport à tous ces grands projets naissants. Comment s'organise la résistance des Kairotes? Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est perceptible? Alors, la résistance des Kairotes et il y a aussi Alexandrie, etc., aujourd'hui a un peu de mal à s'exprimer, étant donné qu'on est passé d'une situation de révolution, donc avec
un contexte, je dirais pas d'anarchie, mais disons, voilà, avec une liberté de la presse beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et en plus, après les années Moubarak, il y a eu un peu une explosion de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si ces mouvements continuent à exister, il y a bien sûr des activistes urbains, il y a des associations comme Tadamoun, par exemple. Il y a les syndicalistes aussi, dont on parle peu, mais qui existent. Exactement. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont énormément de mal à s'exprimer. Il y a un serrage de vis, on va dire. Ouais. Évidemment, voilà. Alors, il y a, pour parler bien entendu de ces évolutions, en tous les cas, de ces grandes villes, les urbanistes, les architectes, il y a aussi la photo, la danse, il y a aussi les organisations non gouvernementales, et puis il y a la photo. Nous vous emmenons à Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France, où se déroule en ce moment le festival Photomed, comme son nom l'indique, tourné vers la Méditerranée. Alors, il y a des dizaines de photographes venus de tout le bassin, des noms connus, mais pas seulement, il y a aussi des talents émergents et des découvertes. Pascal Achard, Gérald Brestroff et Paul Hautefort sont allés à la rencontre de Karim Sakr, un jeune photographe libanais nostalgique du passé béroutin. Reportage. Karim Sakr apprécie de contempler une époque qu'il n'a pas connue, celle de l'âge d'or de Beyrouth dans les années 60, des photos inédites exposées aux côtés de ces images, son regard à lui sur sa ville aujourd'hui. Même ici, dans l'ancien Beyrouth, on peut voir le contraste. Ça a toujours été comme ça. On a le super voilé ici. On a ici son bikini. Les contrastes, mais aussi les mouvements de la métropole, son patrimoine, les traces laissées par l'histoire dans le viseur de ce jeune photographe amoureux de sa ville. J'essaye de retrouver dans mon Beyrouth, le Beyrouth de mes grands-parents, de mes parents, surtout avant la guerre. Un Beyrouth unique, la ville phare du Moyen-Orient. On a vécu la guerre, on a vécu des périodes où il y avait les stars du monde qui venaient à Beyrouth, chanter, danser, l'art de vivre. Le Beyrouth que j'aime a tendance à disparaître. Et c'est pour ça aussi que je suis en train de documenter cette disparition de l'ancien Beyrouth. Cet ingénieur en agroalimentaire passionné de photos s'est lancé il y a quelques années. Il arpente son pays du nord au sud et ose petit à petit sortir son appareil, se rapprocher des gens. Karim Sakr trouve rapidement sa voix, son style et ses sujets, la ville et ses habitants. Ce que j'aime surtout mettre en valeur à travers mes photos, c'est le contraste, le contexte de l'architecture de Beyrouth. On voit toujours d'anciennes maisons qui sont démolies et puis on voit soudainement de nouvelles. Ça devient un peu comme Dubaï, des immeubles classe, hors contexte. Beyrouth en pleine métamorphose, dont il s'empare de jour comme de nuit. Karim Sakr a le don de saisir à la volée la frénésie et les ambiguïtés de cette ville fascinante. Regard humoristique mais aussi nostalgique, le photographe veut dédier cette série de photos aux Libanais comme lui, ceux qui refusent de quitter leur patrie, mais aussi à tous les autres contraints de s'exiler à cause des conflits et de la crise économique. Ashtar Moalem, artiste née à Jérusalem, artiste palestinienne. Est-ce que vous avez déjà été en spectacle à Beyrouth ou pas? Non, je n'ai pas été. Je ne peux pas y aller en fait. Parce que je porte un passeport israélien, comme beaucoup de Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés en 1948, comme Haïfa, Yafa. Mais vous comprenez ce jeune photographe, ce jeune artiste qui, lui, est très nostalgique du passé de cette ville que vous ne connaissez pas, mais on a le sentiment que vous êtes d'accord avec lui au regard de ce que vous nous disiez tout à l'heure sur Ramallah, en fait. Oui. C'est dangereux d'effacer comme ça tout un pan de l'histoire C'est sûr que c'est dangereux et moi, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois les vieux bâtiments à Ramallah qui sont démolis pour construire justement des grands bâtiments parce que ça rapporte plus d'argent. Et ces bâtiments, les bâtiments de plus de 120 ans, ils sont normalement protégés par les lois. Mais il y en a beaucoup qui ont quitté la Palestine il y a longtemps pour aller vivre en États-Unis et qui n'en sont plus attachés à leur maison. Ils pensent juste à l'argent. Donc, ils font semblant que la maison est tombée parce qu'un camion est passé à côté. Donc, ils font des choses illégaux comme ça. Maya Sino, ces projets urbains, parfois, ils jouxtent des quartiers pauvres, comme le quartier des chiffonniers au Caire. Vous avez pu mesurer une fracture sociale à ce sujet ?
Oui, alors en fait, il y a ce fameux projet dont je parlais plus tôt, donc Uptown Cairo, qui est un immense, grosse gated communities, on va dire. Et juste à côté, enfin, c'est pas juste à côté parce que en fait, c'est sur un plateau. Le projet d'Hermage est sur un plateau. Et en fait, un peu plus loin, vous avez le quartier des chiffonniers. Et ce que j'ai trouvé absolument fou, c'est qu'en arrivant là-bas, les gens n'étaient pas au courant de ce projet-là. Ouais. La plupart des gens n'étaient même pas au courant. Manque d'informations. Donc, je trouve que c'est la première chose qui est frappante. Ouais. Frappante, ouais. Voilà, c'est ça. C'est que non seulement ils ne sont pas concernés, enfin vraiment, ils ne sont pas du tout concernés. Voilà. Merci beaucoup à vous. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à toutes les quatre d'avoir accepté de témoigner sur le plateau de Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Merci à vous également d'être fidèles à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, les coulisses de l'émission et plus de contenu sur les réseaux sociaux. À très vite sur TV5 Monde.